Dans leur bateau à destination de l'île des Semi-Démons, Océane et Diane parlaient sereinement. Tu sais, avec toi, c'est la première fois que j'ai l'impression de vraiment discuter avec quelqu'un, lança timidement la blonde. Oh, t'es trop mignonne, la taquina l'invocatrice. En fait, je ne sais pas si je pourrais m'y faire. Je sais ce que les miens ont fait Perdia, et je ne crois pas que la situation pourra s'arranger un jour entre moi et ces gens. Je ne suis peut-être pas faite pour m'intégrer où que ce soit, soupira-t-elle. À ces mots, Océane lui fit une pichenette sur le front. Ne dis pas de sottises! Avec une bouille et un caractère pareil, tu vas faire fondre des tas de gens. Je sais que la vie n'a pas été tendre avec toi. Et crois-moi, tu es en compétition avec beaucoup de personnes sur ce bateau. Mais je sais aussi que ton futur sera toujours dicté majoritairement par toi. Et si tu veux être heureuse un jour, je suis certaine que tu pourras trouver un moyen de l'être. Océane, je ne sais pas si j'en suis capable, sanglota-t-elle. Il faudra qu'on travaille un peu sur ton émotivité. Et écoute, tu as encore toute la vie devant toi. N'abandonne pas l'idée que les choses peuvent s'arranger, sourit-elle avec la plus chaleureuse des franchises. Le lendemain, la jeune blonde se retrouvait échouée sur les côtes du continent aux côtés de Lorniel. Épuisée, elle essaya de s'approcher du sorcier, mais vit l'aura sombre qui se dessinait sur son visage et toute la rage qui émanait de lui fit peur, à tel point qu'elle courut, en pleine panique, hurlant à l'aide. Elle tomba 1 kilomètre plus loin sur 2 personnes, tout d'abord rassurée, mais déchanta vite en apercevant qu'il s'agissait de ses collègues semi-démons Hector et Paris. Complètement éreintée, elle ne put se défendre lorsqu'ils l'approchèrent. Toi, tu n'as vraiment pas de chance, railla Paris avant de l'assommer d'un coup de pied. Dans le camp de Seploka, où le groupe avait essayé de libérer Diane, cette dernière est toujours là. Accrochée à une lourde croix en bois, trambolée par Zétos, le guerrier aux bras musclés que les héros ont rencontré au château de Prémort, ainsi qu'un autre, un semi-démon un peu moins musclé aux longs cheveux. Tous deux affichent une suffisance assez grasse en transportant la jeune blonde horriblement mal en point. Ses vêtements sont en lambeaux et couvrent difficilement ce que la pudeur veut préserver. Ses bras, ses jambes, son ventre et son visage sont couverts de bleu et de coupures. Ses cheveux sont tranchés en différents angles sans la moindre harmonie, couvrant à peine le sang séché sur son crâne. Elle est à peine reconnaissable avec les plaies sur son visage qui ont enflé. Ses deux bourreaux la plantent à terre avec force devant Ixion leur chef, qui la regarde avec dédain. C'est la 4e fois qu'elle essaye de s'échapper. C'est gonflé, j'avoue. Lance Tantale qui approche de la scène. On en atteint presque le stade de la folie, rebondit Ixion. Pourquoi vous ne vous contentez pas de la tuer poursuit-elle. Oui, ça nous éviterait d'avoir à faire ce boulot de surveillance, se plaint Zétos. Ça nous ralentit dans notre compétition, enchérit son compère aux cheveux longs. Tant que Princesse Célé ne nous en aura pas donné l'ordre, nous la garderons en vie, rétorque le chef autoritaire. Il s'éloigne sans rien rajouter avant de se chuchoter à lui-même. Tout de même, je ne serais pas contre qu'on en termine. Tantale aussi s'apprête à s'éloigner, et en regardant la semi-démone torturée conserver une expression déterminée, elle est pensive. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête réfléchit-elle. Diane se retrouve alors seule avec ses 2 gardes du corps juste à côté. Vivement qu'on nous relaie en fion, dit Zétos. Oui, vivement, Zétos, le rejoint ce dernier. La pauvre blonde ne porte aucun intérêt à tout ce blabla, et en maintenant son regard fixe, seule une pensée semble lui traverser la tête. Océane. Au même moment, la concernée vient de se faire transpercer le torse par la jumelle traîtresse. La stupeur se mélangeant à l'intense douleur, elle essaye d'appeler à l'aide, mais aucun son ne parvient à sortir à cause de ce que le coup lui a perforé. Tu sais, ça commençait à me gonfler un peu de jouer la Sainte Nitouche. Je suis une pauvre petite chose fragile, ayez pitié de moi. Pas étonnant qu'elle ait su trouver une place dans un groupe aussi mièvre. Alors qu'elle monologue, Océane essaye de mettre la main sur son bâton avec la larme de force qui lui reste. Mais Artémis s'en aperçoit et la fait tomber au sol, ainsi que son bateau d'un coup de pied. Oups se moque-t-elle. L'invocatrice suffoque de plus en plus en crachant son sang et peine à ramper vers son arme. Est-ce que je pourrais arriver à en surprendre un ou 2 autres avant qu'on ne voie ton cadavre? C'est à tenter, rajoute-t-elle en la tirant par les cheveux. Vous êtes là, les filles? La voix de Cécinos vient l'interrompre, ce dernier étant entré dans la maison les chercher.
Prise sur le fait, Artémis attaque aussitôt le guerrier avec des éclats de verre et en dépit de sa grande surprise, il parvient à réagir à temps pour les bloquer avec son arme. Très vite, elle lui envoie les premières fournitures qu'elle trouve pour le ralentir afin de plonger à travers la fenêtre de la maison. Cécinos essaye de l'avoir en lui jetant son javelot de givre, mais en pleine course, la semi-démone le dévie pour le planter au sol. Il songe à l'instant à la poursuivre, mais s'inquiète davantage de l'état d'Océane et appelle tout le monde à l'aide. « Au secours !» hurle-t-il en direction du feu de camp. Que se passe-t-il s'affole Semnia, première arrivée. Elle est alors frappée d'un choc, comme tous ceux qui la suivent, de voir son ami perdant son sang au sol. Tous sont horrifiés par cette découverte et la manieuse de dague est la première à réagir en se ruant au-dessus d'elle pour observer la blessure et donner des ordres. « Vite, Névis, Jarès, amenez-moi les bandages. Lex et Sinos, prenez le fil à coudre dans ma sacoche. Gaëla, aide-moi à la maintenir en bonne position pour qu'elle perde le moins de sang possible. » Tout le monde s'exécute sans tarder, contenant au mieux la panique ambiante. Une potion de soin ne pourrait pas l'aider questionnent les péistes. Non, cela n'aura aucun effet sur une blessure aussi profonde. Seul un sort de soin avancé peut réparer ça rapidement et il n'y a qu'Océane dans notre groupe qui peut en lancer. Plus loin, Artémis est en train de courir à vive allure, loin de cet endroit. C'est alors qu'une voix familière l'interpelle. « Tu ne t'amuses pas avec les autres, Diane ?» C'est Lorniel qui revient de sa méditation. « Oh, c'est vous !» sourit-elle, cachant avec difficulté sa nervosité. « Pourquoi cours-tu comme ça ?»« Eh bien, Océane a demandé qui pouvait aller chercher de l'eau à l'étang, et comme je voulais lui faire plaisir, j'ai sauté sur l'occasion, invente-t-elle, retombant dans le rôle de l'ingénue. Tu t'es précipité, en effet, tu as oublié un récipient, ne tarde-t-il pas à remarquer ? Tandis qu'Océane reste agrippée à son bâton à murmurer de façon à peine audible, Gaëla et Semnia la maintiennent sur le côté, tandis que cette dernière vérifie ses battements de cœur. Son cœur va lâcher! Aussitôt, elles la mettent sur le dos et la rousse se met à faire des massages cardiaques. C'est ça qui est pratique quand on peut déplacer l'eau par la pensée. Pas besoin de récipient, répond Artémis légèrement. J'imagine que c'est vrai. Les efforts de Semnia ne portent pas leurs fruits. En dépit de son insistance, le cœur faiblit de plus en plus ses battements. Désespérée, elle intensifie son massage alors que Gaëla observe impuissante. « On a amené les bandages et le fil !» crie Jarès alors que les 4 hommes rentrent dans la maison, mais comprennent assez vite que c'est inutile en voyant les expressions des 2 femmes face au corps d'Océane. Vous êtes un sacré bougon quand même. Pardon de paraphraser Océane, mais c'est un moment de fête, il faut savoir se détendre un peu, lance-t-elle sur le ton de la plaisanterie timide afin de noyer le poisson. Lorniel l'observe, légèrement pragmatique. Dans son dernier instant de conscience, l'invocatrice tourne la tête vers Semnia, désemparée, et attire son attention en lui adressant un très faible sourire. « Océane !» sanglote-t-elle. « Tu as raison, je réfléchis trop, » concède le sorcier, se relâchant. « À la bonne heure, » sourit-elle. Océane claque alors faiblement sa main contre celle de Semnia dans un geste de passation, avant de fermer les yeux pour de bon. « Océane !» éclate Gaëla, larmes aux yeux. « À tout de suite !» lance Artémis en s'éloignant de Lorniel alors que celui-ci repart lentement aux 3 maisons. Tout le monde est bouleversé devant la dépouille de leur ami. « Non, pas toi, Océane !» s'effondre Jarès en s'écroulant par terre. Tandis que Cécinos et Lec constatent l'horreur en gardant leur sang-froid, Névis s'énerve en tapant contre le mur, non sans pleurer un peu. Gaëla éclate en sanglots. Et Semnia, ne pouvant retenir ses larmes, elle non plus essaye de conserver son calme face à la situation. Elle observe le groupe et réfléchit à quoi dire pour leur faire surmonter ça. Il lui faut un instant important pour trouver quelques mots. Elle n'aurait pas voulu qu'on se laisse abattre par ça. Cette simple phrase semble calmer un peu les autres, sauf Jarès qui reste tout aussi secoué. Tu as raison, Semnia, acquiesce Gaëla. Artémis continue de courir à toute vitesse et finit par se poser pour reprendre son souffle. C'est alors que Célé lui apparaît une fois de plus. Alors, je suis pardonné ? Va rejoindre Ixion à la base plus au nord. Je prends ça pour un oui. Lorniel rejoint la bande en entrant nonchalamment dans la maison. « J'ai manqué quelque chose? Qu'est-ce que vous faites tous là ?» Il voit alors Océane gésir par terre et son expression change drastiquement. Abasourdi tout d'abord, il saisit rapidement la situation et s'approche, tremblant et balbutiant, du corps de sa pupille. « Lorniel !» prononce Semnia, ne sachant quoi dire pour le réconforter. Le sorcier prend alors le corps dans ses bras, l'expression désormais totalement vide.
Un long silence retentit, alors que tout le monde l'observe. Un silence si étouffant que le temps semble s'être arrêté, personne ne trouvant quelle réaction adopter. La perte du moment est difficile à encaisser, même à assimiler. Mais la réalité revenant, la détermination couplée à la colère s'affiche sur le visage de Lorniel, tandis qu'il détruit le mur face à lui d'une grosse boule de feu. Tournant le dos à ses compagnons, il fixe une direction. À 15 kilomètres au nord. Elle y sera sûrement. Nous ne sommes pas sûrs qu'il soit judicieux d'y aller maintenant, Lorniel. Ils doivent se préparer à nous recevoir. Essaye d'intervenir, Semnia. Ce n'est pas une suggestion. Je vous disais juste où j'allais. Alors qu'il se retourne pour lui répondre, la chef voit une aura noire baigner son regard. Intimidée, elle n'ose pas argumenter plus et laisse le sorcier partir de pied ferme vers son objectif. Il faut qu'on suive. Finit par réagir Gaëla. Tout le monde fixe Semnia de regard déterminé. Tu as raison. Lek, Gaëla, Jarès, Nevis, pendant qu'on marchera, vous nous ferez le topo de ce que vous avez observé dans ce camp la première fois. Il y a des chances aussi qu'on y retrouve plusieurs semi-démons que vous y avez combattus. On réfléchira à une stratégie en chemin avant d'attaquer. Se résigne la chef réassignée, gardant la tête sur les épaules. Dans le camp en question, le jour se lève et Diane toujours plantée au sol. Elle guette le comportement de ses deux gardiens. Tu es en train de perdre, Amphion, Raizetos. 8 derrière toi seulement, je peux te rattraper ça en un petit combat. Certes, mais d'ici quelques jours, le sort sera lancé et ce sera râpé pour toi. Et l'héros, si j'arrivais à en tuer un et pas toi, ouh, ça m'intéresse. En fait, j'ai une meilleure idée. Et si on leur attribuait un système de points? Tu veux dire, les humains basiques, ça compte pour 1 et eux pour plus? C'est ça. Par exemple, le renégat au griffe, il en voudrait 30, la fille à l'épée 15, l'invocatrice 20. Diane est un peu dégoûtée par ces considérations. Mais c'est là qu'une annonce retentit et l'interpelle. Artémis est de retour! C'est Perséphone, la petite semi-démone qui sait se fondre dans la terre, qui vient de crier ça au camp. Alors qu'Artémis l'ignore pour se diriger vers le chef, une autre jeune semi-démone de 10 ans aux cheveux blonds soyeux qu'elle semble bien entretenir approche Perséphone et fait une remarque quelque peu dédaigneuse. Elle n'a pas eu le temps de changer de tenue ces derniers jours. C'est d'un crasseux. Et personne n'a le même souci de l'apparence que toi, Cérès, soupire Perséphone. Maîtresse Célé m'a prévenu. Tu as de la chance qu'elle soit magnanime, Artémis, déclare Ixion froid, la télékinésiste, ce à quoi elle réagit de façon très nonchalante. Je sais, je ne la mérite pas. Elle alterne vite entre le sarcasme et le sérieux. Les autres doivent être sur mes talons, donc j'espère que vous êtes prêts à les recevoir. Nous avons prévu quelque chose, ne t'inquiète pas. Je fais appeler Tantale pour qu'elle te mette au parfum. C'est tout ce à quoi elle nous sert maintenant. Alors qu'il s'éloigne vers la tente de la concernée, Artémis se rapproche de la croix de Diane. Les deux sœurs s'échangent un regard. Flashback. Au même camp, dans une tente, Diane venait d'être capturée. Ixion l'observait alors qu'Hector et Paris l'attachaient à sa croix. Elle est là? C'est sa jumelle qui venait de poser cette question en entrant dans la tente. Artémis! S'écria la captive de joie. Je peux être seule avec elle? Ixion rechigna d'abord à accepter, mais lui concéda sa demande. D'accord. Vous avez bien fait attention à enlever tout objet qu'elle pourrait utiliser? S'adresse-t-il ensuite à Hector et Paris? C'est bon, tout est vérifié, confirma l'aîné des deux. Les trois semi-démons quittèrent la pièce, laissant les deux sœurs seules. Artémis, je suis tellement contente de te voir. Tu m'en diras tant. J'ai appris tellement de choses durant ces derniers jours. Vraiment? Réagit Artémis, faussement curieuse. Diane se lança très naïvement alors dans une grande envolée où, plus que de raconter ce qu'elle a vécu, elle partageait ce qu'elle a ressenti à travers ses rencontres et ses échanges. Elle s'attardait beaucoup sur sa relation avec Océane, notamment. Artémis écoutait attentivement, gagnant petit à petit un léger agacement. Ces gens-là m'ont montré qu'on avait une chance d'être acceptés et que Célé n'était pas notre seule option. Artémis, je veux que tu les connaisses comme moi, je les ai connus. Peut-être que tu seras plus heureuse et que ça pourra remarcher entre nous comme avant, lança-t-elle indécrotablement optimiste. Mais après ça, face au regard de sa sœur, elle n'apercevait qu'un léger dégoût ressortir. Celle-ci quitta alors sa tente sans dire un mot. Artémis? Artémis, je suis contente de te revoir, se réjouit Diane faiblement. Je te reconnais à peine dans cet état. Je ne t'ai pas encore abandonné. Je sais que tu peux te rattraper. Il faut que tu découvres le monde comme moi je l'ai fait, insiste-t-elle. Oh, c'est déjà fait. Quoi?
Oui, j'ai rencontré ton petit groupe. Des gens très intéressants. Un peu ennuyeux sur les bords, mais c'était amusant de les berner. Qu'est-ce qui s'est passé? En particulier ton Océane, une vraie crème, celle-là. Vous vous êtes parlé? Oh, plus que ça. Tu as raison, c'est une fille exceptionnelle. Je suis contente que tu l'aies vue. C'était un vrai plaisir de l'embrocher. L'expression de Diane change du tout au tout. C'est vers cet instant que Tantale s'est approché et assiste à la suite de la conversation. Non, balbutie la captive, désemparée. Elle ne faisait que renvoyer aux autres la meilleure image d'eux qu'ils voulaient. Cette façon de mettre en valeur la médiocrité, c'était un pathétisme comme je n'en avais jamais vu avant. Je comprends pourquoi elle t'a plu. Rien ne pouvait plus faire du bien à une ratée comme toi qu'une bonne samaritaine comme elle. Elle m'a fait réaliser avec clarté ce que je méprisais chez toi, et je lui suis reconnaissante. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop fait souffrir. Se lance alors Artémis, sourire sadique aux lèvres, prenant visiblement de plus en plus plaisir à lâcher ce qu'elle a sur le cœur. En écoutant ça, Diane est plus que chamboulée. Petit à petit, son chagrin se transforme en rage pure alors qu'elle fixe sa sœur, les dents serrées et le regard furieux. Cela dit, c'est grâce à toute la mièvrerie que tu m'as enseignée que j'ai réussi à la faire tourner en bourrique et survivre. J'imagine que je dois te remercier, ricane Artémis de plus belle. À ces derniers mots, Diane ne tient plus. Le sol tremble autour d'elle, ce qui surprend Zétos, Amphion et Tantale, qui n'ont pas le temps de réagir que deux grands rochers sortent du sol, prêts à aplatir Artémis. Mais celle-ci les voit venir et les dévie en plongeant en arrière. Oups, c'est qu'elle essaye de mordre. Zétos la calme avec un coup de poing au ventre, ce qui la fait lâcher prise. Artémis s'approche alors et lui tient le visage, comme si elle était un chien désobéissant. Dis calme, ma petite, reste à ta place, lui adresse-t-elle condescendante. Elle s'éloigne alors vers une tente, suivie par Tantale, qui est songeuse de ce qu'elle vient de voir. Dis-moi. Oui, répond Artémis, froide. As-tu jamais aimé ta sœur? Je ne m'en souviens plus. Et si tu réessayes de me faire parler avec une de tes questions, je t'écorche. Diane, totalement défaite, ne fait plus attention à ce qui l'entoure. Ses yeux mouillant ses joues, elle n'arrive qu'à laisser s'échapper un long râle triste. Quelle vulgarité, commande Cérès d'un peu plus loin, dédaigneuse. 10 minutes plus tard, le groupe de semi-démons se prépare à l'entrée du camp. Ixion et Artémis sont le plus en avant devant l'entrée, orientée sud, tandis que Perséphone et Cérès guettent les côtés est et ouest. Zétos et Amphion surveillent le nord en gardant un œil sur la prisonnière, toujours sur sa croix. Le voilà qui arrive! Cérès en voyant approcher l'Orniel fermement. Ce dernier émet toujours la même aura noire partiellement contenue qu'avant. Il semble maintenir un équilibre instable entre la conscience et la forme enragée dont il a déjà fait preuve. Avant même que les autres la rejoignent, Cérès se met en avant pour lui faire face. Tu crois être impressionnant? Tu n'as aucune élégance. Tu vas découvrir ce que vaut la puissance d'une vraie dame. À peine a-t-elle fini ses provocations en se préparant à l'assaut que l'Orniel l'assomme avec une attaque de terre. Elle tombe au sol aussitôt. Quelle idiote, déplore Ixion. Il sort alors un gros cristal noir de sa poche qu'il brandit, faisant apparaître par trou noir une douzaine de gros monstres géants, les trembleurs comme Océane les a baptisés, tout autour du camp. Cela déstabilise très peu le sorcier qui s'attaque directement au plus proche d'entre eux en créant un pilier de flammes. Ça ne suffira pas, crie le chef des semi-démons. En effet, la chaleur ne blesse pas suffisamment la créature qui avance lentement, mais l'Orniel enchaîne alors plusieurs piliers à la suite qu'il concentre au même endroit avec persévérance et intensité, faisant efficacement frire le monstre. Un autre essaye de l'écraser de son bras par derrière, et d'un fouet d'air, il dévie l'attaque qui fait trembler le sol à 10 cm de ses pieds. Il ne tarde pas ensuite à lui envoyer un gigantesque pic de glace concentré en plein ventre, l'achevant aussi sec. Ixion et les autres semi-démons sont décontenancés par la rapidité dont ils se débarrassent de ses adversaires. Peut-être qu'il faut lancer ça maintenant, dit Artémis. Non, bloquons-le le plus longtemps possible. Les autres devraient le suivre de près et nous devons en toucher le plus possible. D'un geste de la main, il commande à la moitié des monstres restants d'attaquer le sorcier, alors qu'Artémis se met à l'attaquer de concert avec Perséphone, l'une en envoyant des lames vers lui par la pensée, et l'autre en faisant surgir des rochers de terre vers sa direction. Toutes deux se tiennent à bonne distance du sorcier qui a plus de mal à attaquer ou avancer, se concentrant majoritairement sur l'esquive. Ixion, lui, continue de surveiller l'ensemble du camp d'où il se trouve. C'est là qu'il voit arriver, provenant de deux voies opposées, le reste du groupe. Gaëlan, Nevis et Cécinos arrivent par le nord, tandis que Semia, Lek et Jarès arrivent par le sud.
Vous êtes sûr qu'on n'aurait pas pu se faufiler avec mon pouvoir d'illusion demande le démon. Je ne crois pas. Les gros monstres semblent se restreindre à un périmètre précis du camp. Ils n'en bougeront pas et je suis prêt à parier qu'ils ont de quoi nous situer comme la dernière fois. Ils pensent à toi, Jarès. Effectivement, à l'intérieur d'une tente au centre du camp, Esculape épie les mouvements au sol dans les environs grâce à son contrôle de la végétation, surveillé par Tantale. Ils approchent à grande vitesse, informe-t-il. Ils ont dû prévoir de faire quelque chose dans cette zone. L'idée, c'est de la traverser le plus vite possible et de ne pas passer tous en même temps au cas où, poursuit Semnia. Si je pouvais dissimuler les mouvements plus rapides, déplore Jarès. Ce sont ces trois-là qui arrivent les premiers au niveau du camp, juste avant la zone gardée par les Tremblors. Un d'entre eux leur fait d'ailleurs face, et Lek décide de bondir par-dessus son épaule pour attirer son attention. Alors qu'il se retourne pour le frapper, le Griffu l'esquive et Semnia et Jarès en profitent pour le passer sur les côtés et courir le plus vite possible. Maintenant, se dit Ixion. Il brandit un autre cristal noir et cette fois fait s'écrouler le sol à grande vitesse. En l'espace d'à peine 2 secondes, sous les pieds de nos 4 héros et des monstres restants qui se retrouvent happés dans un gouffre qui semble sans fond et qui forme un cercle de 20 mètres de largeur de trait autour du camp. Gaëlan et Lys Assassinos assistent impuissants à ceux-ci du côté extérieur. Lek, de par son avance, parvient de justesse à sauter au sol à l'intérieur, tandis que Semnia retient sa chute en s'agrippant au mur avec un de ses couteaux, Jarès s'accrochant à ses jambes. « Ne lâche surtout pas, Jarès !» lui dit la chef. « Je crois que c'est plutôt à moi de dire ça !» Lorniel, de son côté, aux prises avec toutes ses attaques, n'a pas su réagir à temps et semble être tombé totalement. « Semnia !» crie Lek, très inquiet. « Je vais bien !» le rassure-t-elle en utilisant ses dagues comme accroche pour remonter. Mais ce n'est pas si simple, car Perséphone ne tarde pas à réagir en faisant éclater la terre à ses points d'appui. Elle est vive à réagir en plantant ses couteaux ailleurs, mais sa situation est critique, car les attaques se succèdent. Lek non plus ne l'embine pas en se jetant sur la fille, mais se fait stopper par les bras électriques d'Ixion et les projectiles d'Artémis qu'il bloque et esquive respectivement avec difficulté. « Vous êtes globalement en sous-nombre » se vante la blonde. C'est alors que derrière eux ressurgit Lorniel. En générant un fort courant d'air par les mains, il est arrivé à léviter lentement vers la surface, le regard toujours aussi sombre et déterminé. « Oh oh !» réagit Perséphone en voyant ça, réalisant qu'elle est la plus proche de lui. Le sorcier lance alors une boule d'éclair vers elle, la faisant s'enfuir en se fondant au sol. Cela permet un répit à Semnia qui remonte enfin la crevasse sans plus d'interruption. Pendant ce temps, Lek et Ixion ont un duel de bras et Lorniel se dirige fermement vers Artémis. « J'imagine que je ne peux plus vous dire de vous détendre !» Enragé encore plus par ces mots, il lui lance une grosse salve de balles d'éclair qu'elle dévie toutes avant qu'elle ne l'atteigne, puis elle se rétracte plus en arrière dans le camp. « Ne m'en voulez pas, vous aussi vous avez essayé de l'embrocher !» rajoute-t-elle d'un ton de raillerie. Enragé davantage, il la poursuit avant de se faire attaquer sur le côté par Zétos et ses bras anormalement musclés. En évitant le puissant coup, il bondit sur le côté et se fait alors assaillir par Amphion. Ce dernier génère ce qui ressemble à une plaque de verre très fine devant lui. Lorniel manque d'être touché par ça, mais prend assez de recul pour que seule une mèche de ses cheveux soit prise dedans. Elle est tranchée nette. Amphion se rapproche encore pour essayer de fendre littéralement le sorcier, cependant celui-ci s'éloigne beaucoup plus vite en générant à nouveau de l'air avec ses mains. Les deux jeunes semi-démons en compétition se retrouvent tous deux face à lui et s'échangent un regard complice. « Le sorcier éternel, lui, il doit valoir au moins 100 points !» s'exclame Zétos. « C'est moi qui les aurai !»« Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. » Artémis fait alors éruption dans la tente de Tantale et Esculape. Certains ont réussi à passer. On a besoin de vous. Enfin, surtout de toi, Esculape. Trop aimable, réagit Tantale. Ils sortent tous les deux pour assister au combat. Au même moment, Semnia et Jarès finissent enfin par retoucher le sol, ce dernier ayant un peu de mal à se ressaisir du traumatisme. Voyant Lek en pleine rixe avec Ixion, elle essaye de l'aider, mais des mains sortent du sol pour lui agripper les jambes et la mettre à terre. C'est Perséphone qui ressurgit de sa cachette. « C'est toujours un plaisir de faire de nouvelles connaissances », dit-elle, envieuse, ayant la poitrine de la manieuse de dague en ligne de mire. « Laisse-moi deviner, Perséphone, c'est ça ? Je suis connu, c'est un honneur !» Semnia essaye de l'assommer avec le pommeau de ses dagues. Elle évite les coups en se recachant sous terre et en fait surgir des rochers que la chef esquive, non sans mal. En attendant, le combat Lek-Ixion s'éternise, ces derniers ne relâchant pas les bras l'un de l'autre, pour éviter à chacun d'employer ses coups forts. Lorniel, quant à lui, assaille ses deux adversaires d'attaques de pierre et de fouet d'eau, chacun résistant comme il peut, Zétos en se protégeant avec ses bras et Amphion en créant ses écrans tranchants sous plusieurs angles. Il semble pouvoir ne les générer qu'à 50 cm de lui.
Il finit par les faire tomber à terre sous le poids de ses attaques et fonce vers la cible, Artémis, mais Esculape produit des lières qui lui attrapent les jambes et le coupe dans son élan. « Je t'ai eu, tu bougeras pas !» s'excite-t-il railleur avant que le sorcier lui lance un regard noir qui le calme aussitôt. C'est toujours un jeu d'esquive du côté de Sémia, alors que Perséphone montre rapidement sa tête hors du sol pour se moquer d'elle. Quelques tentatives plus tard, un coup semble porter ses fruits et assommer la femme. Seulement, quand la petite semi-démone sort de terre pour confirmer son œuvre, elle ne voit pas venir le coup de pommeau qu'elle se prend à la nuque pour l'assommer. Elle. En effet, Jarès l'avait trompée avec une illusion et aide Sémia à se relever juste après. Attention! Elle le plaque au sol, l'évitant de se prendre une décharge d'électricité envoyée par Ixion à plusieurs mètres de là. Celui-ci avait rapidement pu libérer son bras du blocage de Lek et avait tenté sa chance en un coup, qui n'a qu'effleuré le dos de la chef. Plus loin de sa position, Tantale observe Sémia et Jarès se relever juste après ça, toujours pensive. Un humain et un démon qui s'entraident. Lek, lui, réagit assez vivement à cette ouverture en agrippant le bras qu'Ixion lui a laissé à sa portée et en le jetant de toutes ses forces en direction du précipice situé 5 mètres à côté d'eux. Ce lancer est réussi et le semi-démon tombe dans le trou qu'il a lui-même généré. Visiblement sur les nerfs de s'être fait avoir, il se reprend en se sauvant de la chute grâce à son cristal téléporteur. L'orniel brûle des lières qu'Esculape génère constamment, ignorant la chaleur, mais n'arrive plus à progresser en devant gérer 4 semi-démons en même temps. Ses pouvoirs se concentrant désormais quasiment sur les ronces d'Esculape et les jets d'Artémis, Zétos et Amphion reprennent de l'assurance et arrivent à l'approcher pour l'attaquer, mais c'est là que Sémia et Lek les arrêtent dans leur élan, la première en lançant des dagues à Amphion, ce qui le force à se défendre avec ses écrans, et le second en défiant Zétos à un duel de poings. On se charge d'eux, dit la rousse. L'orniel profite de l'occasion pour brûler une dernière fois les lières d'Esculape et se projette grâce à un jet d'air pour éviter d'autres attaques venant de terre et foncer vers Artémis, qui se dépêche de s'éloigner de là. Lek et Sémia se retrouvent collés dos à dos faisant face aux 2 semi-démons compétiteurs et 10 mètres plus loin, Jarès leur envoie un signal du regard. Ils acquiescent et lorsque Zétos et Esculape passent à l'attaque, ils leur envoient à chacun du sable qu'ils avaient dans leur poche dans les yeux. Les 2 brutes perdent la vue quelques secondes et frappent partout à proximité d'eux comme geste défensif, mais en ouvrant les yeux, ils aperçoivent les 2 combattants encore dos à dos. Vous n'avez rien de mieux à proposer? Ils se ruent alors, chacun sur leur cible. Zétos met toute sa force dans son poing en direction de Lek, et Amphion se met à portée de Sémia pour la trancher vive. Mais les cibles qu'il touche ne sont pas celles qui semblaient être. Jarès a créé une illusion qui non seulement leur a fait croire que les adversaires étaient en face d'eux, mais surtout qui leur a donné une mauvaise évaluation de la distance entre eux. Alors que la nuque d'Amphion se brise sous la force du coup de Zétos, Zétos se voit tranché en 2 par l'écran de son rival. Il giste au sol sans avoir eu le temps de se rendre compte pourquoi. En même temps, Artémis fuit toujours l'orniel à travers le camp, déviant chaque projectile magique qu'il lui envoie. Vous ne vous épuisez jamais? Lek et Sémia, eux, se dirigent à toute vitesse vers Esculape, qui tente de le stopper à coups de racines au sol, mais ne tient pas le rythme face aux coups de griffes et de couteaux qu'ils emploient pour se libérer. Très vite, ils se retrouvent face à lui et Tantale, et à la dernière seconde, il se sert d'elle pour les distraire en l'envoyant sur eux avec une ronce. À la revoyure! Raille-t-il avant de disparaître, cristal au poing. Merci, Esculape. Tantale se tourne alors vers les 2 héros, quelque peu penaude. Elle se met à improviser. Et quel sous-vêtement vous aimez le plus porter? Ils répondent de concert sans réfléchir. Slip blanc, culotte noire. Les 2 amoureuses rougissent d'avoir dit ça face à l'autre et Tantale profite de cette seconde d'embarras pour disparaître avec son cristal. Artémis, elle, continue d'échapper aux assauts de l'orniel et l'amène à proximité du trou géant où se trouve encore le corps inconscient de Cérès. Vous savez, vous ne devriez pas vous stresser autant juste après un deuil, ça doit être mauvais pour la santé. L'orniel relance une salve de boules d'éclairs, mais cette fois, au lieu de les dévier, elle fait léviter le corps de Cérès pour encaisser les coups à sa place. À peine la fille reprend-elle conscience par ses coups qu'elle en périt la seconde d'après. Ça ne manque pas d'affecter le sorcier. Encore une fois, vous n'avez pas pu sauver une fille, vous n'êtes pas doué. Elle fait alors voler le cristal de téléportation de la poche du cadavre vers sa main. Tu n'auras pas été complètement inutile, Cérès. Alors qu'elle la jette au sol après ça, l'orniel la charge en produisant de puissants raies de flammes par les mains, mais elle y échappe en sautant dans le précipice, ce qui la met ironiquement hors de portée du danger en lui donnant le temps de brandir le cristal et de s'évaporer de là. Frustré, le sorcier fait exploser la tente à côté de lui. Gaëlan et Vis et Cécinos sont observés tout ça de leur côté, impuissants.
Semnia Elec, à distance, lance un regard compatissant vers Lorniel, et c'est là qu'elle se souvient de quelque chose. Il faut qu'on restreigne Perséphone! Mais trop tard, en jetant un œil là où il l'avait laissé, il ne voit plus que du vide. Elle s'était réveillée et échappée. Les regards se tournent alors vers Diane, amochée, toujours plantée sur sa croix, plus loin. Samia commence à s'approcher d'elle, mais Lorniel la stoppe du bras, indiquant qu'il veut s'en charger. Après avoir observé le combat sans pouvoir bouger, Diane a cette forte expression d'impuissance. À la fois perdue et pensive, elle regarde le sol. Flashback. Diane était ramenée à sa tente d'emprisonnement suite à un nouvel interrogatoire. Elle n'était pas aussi mal en point qu'elle le sera plus tard, mais elle souffrait tout de même de nombreuses ecchymoses, témoignages d'abus physiques incessants. Paris était seul à se charger d'elle cette fois. « Arrêtez, je vous en prie, je n'ai plus rien à vous dire, ayez pitié !» implorait-elle presque machinalement, tant cette routine semblait s'être instaurée. Paris répondit à ça par un coup de pied au mollet. « T'as pas compris, ma chérie? On s'en fiche de ce que tu veux ou de ce que tu vaux. Les traîtresses comme toi, on veut juste les faire payer le plus longtemps possible. » lui déblatéra-t-il alors qu'il se curait les dents. En sortant d'ailleurs, il fit tomber le petit cure-dent qu'il s'est taillé à partir du morceau de bois. Attendant un instant, Diane le fit léviter vers elle, complètement au bout du rouleau. Elle observait l'objet sans savoir quoi faire. Le temps s'écoulait alors qu'elle fixait le point sur sa situation ainsi que cette solution. Elle se sentait triste et désespérée. Le bruit à l'extérieur du camp ne semblait pas l'atteindre. Dans un élan d'abandon, elle finit par approcher le cure-dent de sa gorge, mais c'est alors qu'une voix se fit entendre. « Diane! Diane !» Cette voix bien familière l'atteignit. Sous le choc, elle mit quelques secondes à répondre. « Océane ! Je suis désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider maintenant, mais je te le promets, je reviendrai te chercher. » Ces paroles sortirent la blonde de sa torpeur. La confiance remontant en elle, elle vit l'objet qu'elle manipulait d'une toute autre façon. La tête relevée, elle commença à s'en servir pour ronger ses liens. Le regard baissé, Diane voit arriver Lorniel. Elle n'ose le regarder dans les yeux. « Je comprends pourquoi tu ne nous as rien dit pour ta sœur. » Diane se mord les lèvres, se sentant coupable. « Je sais qu'à toi, on peut faire confiance. Personne n'accepterait sciemment d'être mis dans cet état. Mais sache une chose, quand on la recroisera, je ferai tout pour la tuer. »« Je ne m'interposerai pas, » répond-elle sèchement. Il la libère alors sans dire un mot de plus. Elle titube pour avancer. Semnia et Leg viennent lui prêter leurs épaules pour la soutenir. Lorniel repère vite le socle qui contient l'arbre bleu dans une tente et l'éteint. Ils se rendent ensuite tous les 5 au bord du précipice, là où Gaëlan, Nevis et Sinos les attendent de l'autre côté. « Comment on va passer ça ?» s'inquiète Jarès. Aussitôt dit, Lorniel lui fait faire un énorme bond par jet d'air. Il atteint facilement l'autre bord, tête la première contre l'herbe. « Merci de me prévenir !» Tout le monde passe alors de cette façon. Plus tard, le groupe est retourné aux 3 maisons. Alors qu'ils venaient fraîchement de creuser une tombe pour Océane, ils s'y recueillent tous. Face au bâton d'invocation qui orne cette sépulture, Gaëla se couvre la bouche pour s'empêcher de se lamenter plus, alors que Nevis, lui aussi affecté, lui tient l'épaule pour la soutenir. Jarès, le plus effondré, fait fi de l'image et affiche un visage enlaidi par les larmes, et la morve, regrettant amèrement cette confidente qu'il a perdue. « La vie est tellement injuste !» lâche-t-il atterré. Les copine sobrement. Cécinos, plus éloigné, regarde le spectacle avec un début d'empathie, mais reste assez détaché. Lorniel essaye de faire de même, baissant les yeux. Bien qu'énormément affecté, il reste stoïque en ne faisant rien transparaître, un peu en arrière des autres. Tandis que Semnia finit de panser les plaies de Diane du mieux qu'elle peut. La plupart des bosses et hématomes se sont résorbés grâce aux potions de soins, mais certaines marques plus profondes restent là. La jeune blonde s'est égalisée les cheveux en se donnant une coupe bien plus courte qu'avant. « Désolé, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. À Seploka, on trouvera une ville avec des guérisseurs qui pourront soigner tout ça, » lui dit la chef, essayant d'être rassurante. « Merci. » Elle va alors en direction de la tombe. Tout le monde a fini de se recueillir dessus et la laisse seule devant l'amas de terre. Lorniel en particulier fait tout pour éviter son regard. En se penchant vers le bâton, ses larmes s'écoulent et quelques-unes tombent sur l'objet. « Je suis tellement désolée !» chuchote-t-elle.
Elle reprend son air sérieux et rejoint les autres qui sont prêts à partir. Elle ne voit pas, plusieurs secondes plus tard, que les larmes tombées sur le bâton semblent commencer à se mouvoir étrangement.